Alors, c'est difficile de parler après ce moment d'émotion, ce moment un peu magique où Fredo a raconté son parcours et en même temps, donc évidemment, moi je suis aussi tellement fière, tellement émue aussi parce que manifestement dans son parcours, un travail de recherche qui était une thèse, tout simplement, que j'ai donc démarré dans les années 80 et soutenu en 95 et qui a été publié quelques années après avec Olivier Barlet. Lors d'une rencontre, on a finalement décidé de publier ce travail. Et c'était, il est vrai, bon, une thèse comme ça de recherche dans les années 80, ça a duré, j'ai commencé en 85, et ça a duré en fait... une dizaine d'années, voilà. Ça a duré 10 ans, cette recherche. Bon, c'est une recherche assez longue, 1555 jusqu'à Genève. Et en fait, cette recherche, évidemment, j'avais le désir donc de la faire partager. Enfin, l'idée, c'était de la faire pour des acteurs, parce que j'avais découvert à l'université, donc j'étais à l'université de la Sorbonne Nouvelle, on faisait, c'est les années 80, on faisait des ateliers, on avait avec nous des artistes qui étaient, donc, comme on dit aujourd'hui, afrodescendants, donc beaucoup étaient africains, ivoiriens, congolais. On travaillait ensemble, on distribuait les rôles de manière absolument, sans se poser des questions. Et en même temps, au même moment, il y avait Brooke qui... commençait à avoir une notoriété importante, Peter Brook, donc au Théâtre des Bouffes du Nord. Il y avait aussi, bien sûr, Coltès à Nanterre, avec Chéreau qui montait ses textes, et Le combat de nègres et de chiens, et puis beaucoup de comédiens que je connaissais, donc justement africains, ou nés en Afrique et qui essaient de faire carrière, des Caraïbéens aussi. Et finalement, il y avait un emballement pour dans les années 80 pour l'Afrique. C'était même la grande mode. Du côté musical, vous aviez Touré Kunda et toutes sortes de musiciens. Il y avait une folie africaine. Et en même temps, la montée de nationalisme et de pensée très réductrice, de repliement sur soi très, très fort. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire où finalement on se passionne pour l'Afrique, mais en même temps les acteurs, on ne les voyait pas sur les plateaux véritablement. Et surtout ces acteurs, finalement on leur demandait de jouer des choses qui étaient finalement des idées reçues, qui étaient des clichés, qui étaient l'invention que l'on se faisait de l'Africain et finalement qu'on enfermait évidemment dans une espèce d'image toute faite. Et Fredo en a parlé de cela de manière discrète, mais quand il dit qu'on lui demandait de jouer tout d'un coup finalement pieds nus, avec de la nudité, avec quelque chose et puis il n'avait pas besoin de répéter, évidemment, c'était pas utile de le faire répéter, et du coup on le considérait pas comme un acteur, on le considérait comme un noir. Autrement dit, comme celui qui allait convoquer quelque chose. Alors, ça pouvait être l'Afrique, ça pouvait être évidemment aussi la Caraïbe. En tout cas, c'est le noir qui convoque l'exotisme, l'idée que l'on se fait finalement de ce qu'il va apporter. Donc, moi, je parle souvent de cette notion d'ambassadeur d'Afrique. L'ambassadeur d'Afrique, c'est simplement parce que c'est une pièce au XVIIe siècle qui a influencé d'ailleurs le nègre blanc dont il a parlé tout à l'heure. Et cette image-là, en fait, en plein milieu des années 80, alors qu'on se passionne pour Yannick Noah, qu'on le considère comme le gendre idéal, d'un autre côté, au théâtre, rien ne bouge véritablement et on est dans des idées reçues excessivement étriquées. Du coup, j'ai essayé de faire une recherche, de commencer cela pour essayer de comprendre. Et il y avait eu un choc, il est vrai, dans les années 80. Ce choc-là, il est lié à un spectacle d'un metteur en scène très en vue à l'époque, Claude Régis, qui monte le parc de Botto-Strauss. Et dans le parc de Botto-Strauss, je crois que c'est 85, il me semble. En tout cas, c'est vraiment au milieu des années 80. Il y avait la pièce, c'est une pièce des années 80. L'auteur Botto-Strauss est un auteur contemporain à l'époque. Il met, les personnages, dans les personnages, il y avait le nègre. Et Claude Régis distribue donc des copains que je connaissais du conservatoire dans le spectacle pour jouer le nègre, notamment. Et devinez comment on habille ce personnage. On l'habille comme un éboueur. En fait, son costume, la question du costume est aussi importante, ça devient un éboueur. Donc,
L'idée du nègre dans les années 80, c'est le Malien qui ramasse les poubelles. Et là, ça a été la chose de trop. C'est ce qui a fait que je me suis dit, il faut travailler sur l'histoire. Mais alors, finalement, ça a été quelque chose de très, très long. Et finalement, donc, j'ai découvert peu à peu des tas de choses qui avaient été complètement minorées, oubliées. Je crois que c'est un des effets aussi des indépendances en France. C'est que, après les indépendances, il y a eu une volonté de, quelque part, tourner la page, faire comme si la colonisation n'avait pas existé, comme si la relation avec l'Afrique n'existait pas, enfin n'avait pas une antériorité, et on recommençait quelque chose de nouveau. Et du coup, on rentrait dans une amnésie extraordinaire, puisque tout ce qui correspondait finalement à ce qui avait été construit en termes même de spectacle, d'histoire, donc que ce soit l'histoire évidemment mise en scène dans les pièces de théâtre, mais aussi des personnages ou des comédiens et des artistes qui avaient été présents dans le monde théâtral, comme par exemple le Chevalier de Saint-Georges, l'histoire d'Olympe de Gouges, le clown chocolat dont on parle aujourd'hui. Toutes ces histoires-là, dans les années 80, on les avait complètement oubliées. Et donc j'ai fait des découvertes parce que moi aussi, je connaissais pas le clown chocolat, donc j'ai découvert cela. Enfin, voilà, ça m'a fait découvrir plein de choses. Et c'est vrai donc pour moi, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Donc je sais pas si Fredo est là, mais j'aurai l'occasion de le lui redire. C'est vraiment un superbe cadeau qui me fait là en pouvant parler de ce livre pour lui en tant que lecteur. Comment ça l'a finalement peut-être déplacé. Bon, il dit toujours que ça l'a aidé dans son rapport à l'acteur. Donc je voudrais le dire et je le lui redirai bien sûr. Mais il m'avait tanné pour faire la suite. Il me disait toujours oui, mais ça s'arrête à Genève. Donc bon, et après. Donc le livre va sortir en janvier. C'est un livre pour Fredo. C'est pour lui. Donc, et ça sera effectivement donc ce qui marque l'histoire des acteurs afrodescendants. Donc, ça s'appelle Race et théâtre. Ça a à voir avec donc tous ces problèmes d'impensé véritablement de la présence des acteurs afrodescendants métis sur les scènes de théâtre aujourd'hui, les scènes contemporaines. Et pourquoi est-ce que on a encore besoin de rappeler que la question du blackface, par exemple, c'est un problème, que les acteurs donc afrodescendants doivent d'abord jouer des rôles et il faut arrêter de les distribuer pour jouer le noir, le nègre, l'africain, l'ambassadeur de je ne sais quel pays fantasmatique. Ce sont des acteurs comme les autres, rien de plus. Donc cette dimension-là, elle est importante et elle participe effectivement d'une réflexion. Alors aujourd'hui, l'idée, c'était de parler d'un autre livre, mais que j'ai mis là, qui est lié en fait à la question du marronnage, et en particulier en fait comment, c'est-à-dire que même le travail que vient de faire Fredo, cette conférence gesticulée, cette façon de se réapproprier aussi finalement des enjeux théoriques, des enjeux historiques qui permettent d'aller rencontrer je dirais les idées reçues, les préjugés, pour les déconstruire, pour les démolir, pour les déjouer. C'est précisément quelque chose qui relève du marronnage. Le marronnage, c'est cela. Et la création africaine, afro-contemporaine aujourd'hui, ou afro-diasporique, est vraiment une création qui, finalement, n'a cessé de trouver les moyens pour essayer, justement, de déconstruire, de démonter, de déjouer tout ce qui enferme, tout ce qui convoque une assignation. On parle souvent d'assignation identitaire. Quand on oblige finalement un comédien à ne jouer que des noirs ou des femmes noires à ne jouer que des négresses, entre guillemets, donc d'être enfermé dans la sensualité pour les femmes noires ou alors la dimension de la nourrice, par exemple, ou pour l'homme noir d'être forcément un canon donc de force et de virilité, ou alors donc un personnage qui va être plutôt benet et un peu imbécile, voire un serviteur. Toutes ces idées-là, ce sont des idées qui ont été construites par les habitudes, par les représentations, qui sont liées évidemment à l'histoire coloniale, mais aussi qu'on a continué de transmettre
par des moyens qui étaient des moyens de culture de masse. On sait très bien que le racisme, en fait, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, ça n'est pas quelque chose qui, finalement, enfin, on ne naît pas avec, voilà, c'est pas quelque chose qui se transmet génétiquement, mais il se trouve qu'il y a un environnement, une transmission qui se fait par une espèce de porosité, et je dirais même, on infuse dans des idées qui rabaissent les autres, dans l'altérité, et qui ont à voir, en fait, avec la culture de masse, parce que, finalement, on s'aperçoit qu'à la fin du 19e siècle, eh bien, il y a une transmission à travers les images, notamment. Les représentations, donc, vont marquer énormément les esprits, et on va divulguer. Vous savez que l'image a une force qui est qu'on peut absorber des éléments de l'image sans même avoir conscience. C'est la dimension un peu subliminale. On n'a pas conscience que dans telle ou telle image, eh bien, il y a finalement un rapport de domination, du paternalisme, un rabaissement. Donc, et finalement, à la fin du 19e siècle, la culture des images va se développer énormément à cause, entre autres, bien sûr, de la publicité, de tous ces procédés qui vont exploiter donc, des images finalement racistes et rabaissantes, évidemment, pour l'altérité. Or, cette démultiplication-là va faire que, bien, on ne va même plus avoir conscience que ces images sont problématiques. On va les prendre telles quelles. Et les artistes, c'est donc pour cela aussi que Fredo le disait tout à l'heure, il y a une responsabilité finalement des artistes à déplacer cela et à déjouer. Alors la notion de marronnage, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est liée effectivement aussi au métissage. Tout simplement, alors je trouvais ça amusant, donc tout à l'heure il a parlé du métissage, mais je voulais le dire aussi à Fredo, c'est que, vous savez, il a parlé de cette petite formule, faire pipi sur la maison ou faire pipi dans la maison, et qu'il vaut mieux faire pipi dans la maison pour qu'on ouvre les fenêtres et qu'on s'ouvre en quelque sorte, donc travailler pour s'ouvrir à l'autre. Il faut savoir aussi que le mot métis, c'est un terme qui renvoie au grec et qui a une histoire assez lointaine. Celui qui utilise la métisse, le premier, c'est Ulysse. Et tout le monde connaît l'histoire d'Ulysse, le cheval de Troie, rentrer dans la maison, etc. Avec donc le fait de pouvoir finalement empêcher quelque chose. Enfin, en tout cas, la métisse, c'est la ruse. La question de la métisse, le mot métisse renvoie à la ruse dans la tradition grecque et notamment dans tout ce qui est donc lié aux grandes histoires mythologiques grecques. Donc, quelque part, eh bien, c'est un sacré pied de nez, d'une certaine manière, de se dire que précisément, bien sûr, il y a donc tous les éléments de mépris qui sont liés en fait, au métissage. Il a montré des exemples. Mais en même temps, ce que l'on craint chez le métis, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'il a la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que, vu qu'il est dans les deux espaces, donc il est celui qui habite précisément la frontière. Comme c'est la formule de Leonora Miano, la notion de frontalité, de la dimension liminaire, il est 100%, le métis, il n'est pas moitié-moitié, il est 100% de l'un et de l'autre. Et dans le métissage, il y a cette notion-là aussi. Donc le métissage est complètement lié aux enjeux de marronnage. Alors l'idée, c'était d'expliquer un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que le marronnage et pourquoi est-ce que j'utilise effectivement la référence au marronnage pour essayer d'identifier les esthétiques afro-diasporiques aujourd'hui en matière notamment de théâtre. Et plus largement, donc de ce qui a à voir avec la scène contemporaine. Une des premières formes de marronnage dans les expressions afro-diasporiques, et là aussi, c'est formidable parce que c'est le démarrage de la conférence de Fredo, c'est effectivement le hip-hop. C'est aussi, donc, il disait qu'il se faisait appeler Bimoun, qu'il se faisait aussi appeler Zoulou à un moment donné. Eh bien, c'est complètement lié à un moment donné à toute une créativité donc dans les années 90, justement, de la part notamment des afro-descendants d'Europe, mais aussi, donc ça commence, on sait bien, aux États-Unis, c'est d'aller chercher finalement une existence dans un espace qui n'a pas été prévu pour vous. C'est
un moment où des artistes, justement musiciens, africains ou afrodescendants, en tout cas liés donc à l'histoire noire aux États-Unis, se trouvent dans la nécessité d'affirmer un espace qui n'a pas du tout été pensé pour eux. Alors, ça se marque effectivement dans ces années 90, mais finalement, l'histoire du jazz, si on remonte à l'histoire du jazz, relève de cette dimension-là. Le fait d'avoir le sentiment de ne pas être calculé, de ne pas être pensé, d'être toujours finalement dans une marge, dans un à côté, c'est aussi ce qui marque finalement la création africaine dans les années 90 et la volonté aussi d'aller chercher un espace, d'aller chercher finalement une façon de créer qui va être peut-être différente, mais qui va trouver effectivement son espace. Et c'est là qu'il y a un rapport assez fort en fait à la notion de métissage et à la notion de marronnage. Le marronnage, donc parce que hier, quand on a parlé justement d'une intervention donc, sur le marronnage, on m'a dit « mais c'est quoi le marronnage ?» Alors, je vais peut-être expliquer tout de suite parce qu'effectivement, c'est important de voir que là aussi, hein, c'est un enjeu historique lointain, mais qui continue de nous travailler aujourd'hui. C'est en fait complètement lié à l'histoire de l'esclavage. L'esclave marron est celui qui s'enfuit dans les profondeurs de la forêt pour quitter l'habitation et donc la plantation où il est en fait assigné justement, où il est contraint de travailler dans les conditions donc de la servitude que représentait l'esclavage. Le terme marron est un mot qui est en fait un mot qu'utilisaient les Caraïbes, les Indiens Caraïbes, et qu'ils utilisaient en fait pour parler des animaux, notamment des cochons, qui quittaient les enclos et retrouvaient la vie sauvage. Donc c'est le fait de retourner à la vie sauvage. Et ce sont les Espagnols qui vont en fait s'approprier le terme et l'utiliser pour parler en fait des esclaves. Donc ça deviendra El Cimarrón, ceux qui habitent les cimes. En fait, les El Cimarrón en espagnol, ce sont justement ceux qui quittent l'espace domestique, donc qui vont marronner et qui se retrouvent dans la forêt. Alors évidemment, tout de suite, le terme est un terme qui est particulièrement méprisant et qui dénigre en quelque sorte, puisqu'il s'agit de parler de l'esclave qui a reconquis son espace sauvage, mais cela veut dire que finalement, on considère l'esclave comme un animal domestiqué. Et on sait bien, ça c'est bien sûr l'histoire, hein, on sait aujourd'hui que les esclaves étaient acquis sur les marchés comme des animaux. Enfin, on achetait des têtes de nègres comme on achète des têtes de bétail. Ils étaient donc comptés sur les livres de compte comme des biens mobiliers. Enfin, donc ça, c'est toute l'histoire de l'esclavage, hein, qui renvoie effectivement à la dimension en fait, de chosification de l'esclave. Mais ce qui est fort dans la question du marronnage, c'est que les marrons en fait, partaient dans la forêt pour finalement reconquérir leur espace d'origine, avec en même temps un voyage sans retour, puisqu'ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas traverser. D'abord, ils étaient souvent très désorientés, hein, c'était difficile de comprendre exactement sur le plan géographique d'où ils venaient, comment il fallait faire pour repartir. Il ne faut pas oublier aussi que quand on parle d'esclavage, il ne s'agit pas d'une centaine d'années, c'est 5 siècles d'esclavage, donc c'est quelque chose qui est évidemment absolument lié au voyage sans retour. Donc les esclaves qui s'enfuyaient dans la forêt tentaient de reconstruire finalement leur origine avec le peu qui leur était resté. Et ça, c'est très important, c'est que les esclaves étaient transportés nus en fait, dans les bateaux, dans la cale du navire. Et dans la cale du navire, ils étaient nus. Donc, ils ont pourtant gardé une mémoire de ce qu'ils avaient construit. Donc on les emportait, ils étaient très jeunes, hein, la moyenne d'âge était quand même toujours très très jeune, mais ils avaient été suffisamment chargés de valeurs culturelles à travers aussi l'oralité que malgré tout ils ont donc toujours gardé quelque chose qui
eh bien, qui les travaillait et qui faisait qu'ils étaient donc capables, en tout cas, de reconstruire quelque chose qui participait de leur histoire originelle. Ça, c'est le grand marronnage. Le grand marronnage, c'est cela, et à tel point qu'aujourd'hui encore, il existe, donc c'est les Bushinengue, notamment, et les Boni. Il existe des peuples dans la région, donc à côté du Maroni, dans la région de la Guyane française aujourd'hui, mais aussi du Suriname, eh bien, des peuples qui sont descendants des esclaves qui ont marronné et qui ont reconstitué finalement on pourrait dire des villages, des peuples, donc des tribus, entre guillemets. Donc ils existent bel et bien. La descendance des marrons existe bel et bien. Mais en même temps, le marronnage, il a été pratiqué pendant les 5 siècles d'esclavage parce que l'être humain, évidemment, a besoin de se sauver et a besoin de s'arracher à la domination, même si sur l'espace de la plantation, eh bien, c'était quand même l'espace aussi d'une survie, parce que c'était l'espace où les esclaves avaient évidemment des conditions terribles, mais en même temps, c'était pas l'inconnu. Alors que s'enfuir dans la forêt, c'était évidemment l'inconnu, c'était aussi le fait d'échapper aux chiens, d'échapper à tous ceux qui allaient les poursuivre. Et d'ailleurs, il y a 2 éléments intéressants à voir aussi quand on punissait les esclaves qui avaient marronné. La première chose qui était faite, donc le marronnage, la première brutalité qui était faite, c'est qu'on leur coupait les oreilles. Et s'ils recommençaient, on leur coupait le jarret. Et je trouve, vous voyez, les choses qui sont pourtant très concrètes et très matérielles ont à voir évidemment avec aussi des éléments symboliques, c'est qu'on leur coupait les oreilles. Ça a à voir avec l'appel de la forêt, l'appel d'un ailleurs, l'appel d'autre chose, effectivement, parce qu'ils étaient capables de ne pas répondre à l'injonction et à l'assignation de la domestication du maître qui imposait son ordre. Et évidemment, le jarret pour empêcher de courir et de s'enfuir, puisque c'est grâce à la course que le marron pouvait s'enfuir. Dans le marronnage, il y a donc cette symbolique-là aussi, l'idée de l'homme qui court, qui n'en finit pas de courir, pour atteindre donc un autre espace. Or, ça, c'est le grand marronnage, la réalité concrète. Mais sur la plantation, il y a une dimension que l'on oublie souvent, parce qu'on s'arrête en fait au fait que l'esclave était finalement un objet destiné à fournir une force de travail. Mais l'esclave, très, très vite, dès le pont du navire, n'était pas qu'une force de travail. Il était aussi une force de divertissement. Un plaisir de divertissement pour alors les marins qui étaient sur le bateau et qui faisaient, donc on sait aujourd'hui, c'est aussi des témoignages qui ont été quand même recueillis, qu'on obligeait les esclaves à sortir, donc ceux qui étaient enchaînés dans les cales, on les obligeait à sortir régulièrement des cales pour les laver, donc à grande eau. On leur demandait de danser, de faire de la musique, de manière à ce que d'abord ils aient le moral, qu'ils soient suffisamment guillerets. Et cette chose-là va continuer sur les plantations. C'est-à-dire que sur les plantations, finalement, on autorisait les esclaves à danser, à produire des petits spectacles. On les autorisait à faire des divertissements dans des moments privilégiés qui étaient donc ceux des fêtes religieuses la plupart du temps, donc liées à Pâques, au dimanche en général. Enfin, il y avait une tradition et pendant donc, des années, c'est quelque chose qui s'est pratiqué sur les plantations. Ce qui fait que même les maîtres pouvaient, sur certaines plantations où il y avait des nègres à talent, on appelait ces esclaves dansants, capables de jouer de la musique aussi, et qui créaient donc ces fameux divertissements, eh bien, on les appelait donc des nègres à talent. Et les nègres à talent, parfois, avaient tellement de talent que les maîtres les prêtaient d'une plantation à une autre. Ce qui se passait sur ces plantations, c'est que c'était le seul moment où les esclaves pouvaient se réunir. En fait, il y avait assemblée.
comme tout spectacle, il y a le moment de l'assemblée. Et toute la plantation avait l'autorisation de venir observer ce qui se passait pour le divertissement des maîtres, le divertissement des esclaves, le divertissement aussi de ceux qui étaient de passage, qui venaient... souvent, il y avait des Européens qui venaient voir ce qui se passait sur les plantations. Il ne faut pas oublier que les plantations se construisent notamment donc, en fait, dès le XVIIe siècle. On a des grands espaces. Et il ne faut pas oublier non plus une chose. Alors ça, c'est aussi par rapport à l'histoire de la France, c'est que la présence française est très importante à ce qui deviendra les États-Unis, donc aux Amériques. Il y a bien sûr les îles des Caraïbes, les Antilles, mais il y a aussi tout ce qui correspond en fait au territoire du Mississippi, donc de la Louisiane, du delta du Mississippi, jusqu'à ce qui correspond au Canada. Il y a une grande bande tout autour du Mississippi, c'est une présence française, et dans le sud, ce sont donc des plantations. Donc, je dis ça parce qu'on a tendance à penser que c'est une affaire américaine. Mais non, c'est une affaire en fait européenne. La colonisation et la présence donc blanche qui va en fait exterminer les Indiens et installer aussi donc l'économie de plantation et l'économie d'esclavage, c'est quelque chose qui est très partagé entre les Espagnols, les Hollandais, les Français, les Anglais. C'est vraiment donc quelque chose qui n'est pas du tout simplement lié aux plantations américaines. Donc, sur ces plantations, les esclaves à talent créent des spectacles qui sont en fait des spectacles qui sont complètement travaillés par le désir de pouvoir atteindre aussi le public d'esclaves présents. Ce qui fait qu'ils jouaient des spectacles qui s'appuyaient sur des principes de collusion. Vous savez, la collusion, c'est la complicité. Ce qui fait que les spectacles jouaient énormément sur... Alors, aux États-Unis, on parle du sing-fying, pour parler en fait de la même chose que la question du marronnage. Ce fameux petit marronnage. Le grand marronnage, vous l'avez compris, c'est la fuite. Mais le petit marronnage, c'est le fait de créer des situations, en quelque sorte, de revanche, d'une certaine manière. Moi, je parle souvent de salut, c'est-à-dire le fait de trouver le moyen quand même d'avoir des temps de respiration. Et ces spectacles étaient construits sur la collusion, la complicité avec les autres esclaves qui, eux, étaient juste spectateurs, de manière à pouvoir aussi se moquer, eh bien, notamment des violences du maître, de raconter ce qui se passait sur la plantation. Et les maîtres ne voyaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas qu'on se moquait d'eux. Ils pensaient, en fait, il y avait donc tout un rapport qui faisait que finalement, les maîtres pensaient que les esclaves qui jouaient des scénettes, qui racontaient les situations de la plantation, eh bien, étaient finalement en situation, donc ces esclaves étaient en situation de ne pas vraiment être capables de ressembler au maître. Donc, ils essayaient d'imiter le maître, mais qu'est-ce qu'ils étaient maladroits, qu'est-ce qu'ils étaient mal fagotés, leur dégaine était humoristique, et ils n'y voyaient finalement que des clowns, mais qui n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train justement de se moquer du maître. Alors, il y a tout un travail qui a été fait, qui date justement aussi des années 80. C'est Geneviève Fabre, pour le CNRS, qui avait fait tout un travail sur le théâtre noir américain et qui raconte cela, parce qu'il y a beaucoup de traces qui sont laissées par des esclaves qui ont raconté, par aussi beaucoup de visiteurs qui racontaient ce qui se passait sur les plantations. Tout le monde n'était pas dupe, mais il y avait un moment où on préférait aussi fermer les yeux. Et du coup, cette situation-là est très intéressante parce que, effectivement, ça montre donc que sur la plantation, en territoire dominé, où les conditions donc terribles des esclaves qui étaient exploités, alors pour leur corps, que ça soit force de travail, que ce soit évidemment force d'humour, de plaisir, donc on les laissait danser, on leur permettait de faire de la musique, et ils faisaient de la musique avec des instruments éthiopiques, puisque ces instruments, on ne les comprenait pas à l'époque, donc c'était des instruments percussion, et on les appelait éthiopiques pour une question d'exotisme. Ces esclaves, en fait, ces artistes-là, vont à un moment donné être imités par donc souvent finalement des clowns ou des artistes de passage
qui vont vouloir donc faire un peu comme ces artistes sur les plantations et qui vont créer, donc la création du blackface, elle vient de là. Alors ce sont en fait des blancs qui vont imiter les acteurs donc les comédiens, ce sont souvent quand même des hommes, ils vont les imiter en se barbouillant le visage de suie de charbon. La question c'est pour ça que l'origine, en fait, l'origine du blackface, c'est l'imitation d'un geste qui était subversif. Mais ce n'est pas le blackface qui est subversif, hein, parce qu'on entend parfois un peu n'importe quoi sur cette question-là. En tout cas, il y a marronnage dans le geste théâtral des plantations. Et du coup, le marronnage a une valeur de création. C'est-à-dire que marronner, c'est aussi inventer toutes sortes de subtilités pour tenter justement de se sauver, pour tenter aussi d'avoir une complicité. Alors évidemment que le marronnage en territoire dominé, et je dirais territoire colonisé, le marronnage a été très mal vécu, très mal pensé et condamné. Et du coup, on a construit autour du marronnage, et notamment du nègre marron, une figure de monstre, une figure repoussante. Le nègre marron dans les colonies françaises, et même encore aujourd'hui, il y a des traces de cela, c'est-à-dire que ceux qui marronnaient étaient souvent les esclaves arrivés nouvellement. Donc on appelait aussi esclaves Congo. D'ailleurs, ils n'étaient pas forcément venus du Congo, mais c'est comme le Congo était une image de l'Afrique profonde, inquiétante et mystérieuse, on les appelait donc Congo. Et ça avait évidemment un lien avec cette idée finalement donc de la dangerosité de celui qui allait peut-être emporter la colonie vers finalement la subversion, l'inquiétude marquée par celui qui allait affirmer finalement qu'il y avait un autre ordre possible. Donc le nègre dit marron était vraiment une figure repoussante. Et on éduquait justement ceux qui étaient des descendants d'esclaves de génération en génération, qui s'étaient assagis, asservis, et qui acceptaient finalement leurs conditions. Eh bien, on faisait en sorte surtout qu'ils ne rentrent pas en contact avec les nègres marrons, et puis surtout, on construisait une image repoussante. Celui qui va vraiment redonner, notamment dans l'espace antillais, une valeur positive au marronnage, c'est en fait Édouard Glissant. Édouard Glissant va écrire des romans où il y a les premiers héros marrons, qui soient vraiment des héros finalement positifs de la liberté, si vous voulez, et pas seulement une image repoussante. Et c'est un des premiers à avoir réfléchi sur la notion de création au sein du geste marron. C'est-à-dire que comment il y a l'inventivité créatrice qui est complètement évidemment de salut, de liberté reconquise, qui passe par le marronnage. Donc il va parler de marronnage créateur, notamment dans le domaine de la littérature, hein, comment écrire, c'est marronner. Or, en fait, donc moi j'ai eu vraiment envie d'aller explorer justement cette question du marronnage, c'est parce que dans les années 90, arrivent des dramaturges comme Kofi Kwaoulé, donc, qui était présent hier, comme également Kossi Efoui, par exemple, hein, qui lui est togolais, comme Kaya Makele, qui était congolais. Ces dramaturges, dans les années 90, vont tenter... Enfin, ils ne vont plus vouloir être dans une approche de l'écriture dramatique qui soit dans l'imitation du modèle finalement, du modèle occidental, du rapport à la dramaturgie héritée de la culture occidentale, pour amener une autre dimension, qui d'ailleurs, dans les années 90, n'était pas forcément perçue et comprise. Ils vont aussi aller chercher dans ce que j'appelle l'en dehors de l'enclos, c'est-à-dire refuser l'assignation à l'africanité, pour revendiquer justement toutes sortes d'inspirations possibles. Pourquoi est-ce que leur théâtre serait un théâtre d'Africains pour les Africains ? Ils vont affirmer l'idée d'écrire justement un théâtre qui concerne la société dans laquelle ils vivent et qui concerne finalement des Noirs et des Blancs sans se préoccuper de cette assignation. Or, c'est quelque chose qui n'était pas du tout compris, puisque
en fait, quand Kosi Efui, donc, il va remporter un concours en 89, qui va faire que sa pièce, qui s'appelle Le Carrefour, et c'est une pièce donc, dont le titre est tout à fait intéressant, cette pièce, elle va en fait complètement déstabiliser les spectateurs du Festival de Limoges, qui vient juste de se créer, Festival donc, des Francophonies. On est donc... le festival commence à peu près au milieu des années 80, et cette pièce, elle ne ressemble à rien de ce que les spectateurs de Limoges pensaient connaître du théâtre africain. Donc, l'idée, c'est que finalement, et ça, Kofi Kwaoulé en parle souvent, hein, c'est que l'Africain, on sait ce que c'est. Il est défini par avance, en particulier du côté du regard occidental. Le regard occidental, il sait ce que c'est que le théâtre africain, parce qu'il s'est inventé une idée du théâtre africain. Et en fait, Kosi Efui fait jouer une pièce qui s'appelle Le Carrefour, dans laquelle il y a pas, rien n'exprime l'idée qu'il y a des Noirs dedans. Les personnages s'appellent elle, lui, le poète. Il y a un personnage également de policier. Ça se joue sous un lampadaire. Ça peut se jouer aux États-Unis comme ça peut se jouer en France ou en Afrique. Et la critique de l'époque s'indigne en considérant que c'est encore une arnaque de Monique Blin qui dirige le festival. C'est du théâtre blanc. Il y a des articles qui sont d'une grande... Enfin, aujourd'hui, on a du mal à se dire mais c'est pas possible. Comment on pouvait écrire des choses pareilles On accusait en fait Kosi Efui d'avoir fait du théâtre pour plaire aux blancs, parce que dans son théâtre, il n'y avait pas de noirs. Vous voyez un peu le renversement des valeurs, et qu'on considérait qu'il n'y avait aucun des signes qui font que c'est africain. Donc pour que ce soit africain, il faut qu'il y ait des plumes, il faut qu'il y ait du raffia, il faut qu'il y ait des tam-tams, il faut qu'il y ait de la musique qui renvoie à l'Afrique, et puis il faut que ça soit une histoire africaine. Et du coup, ça a été une espèce de crispation extraordinaire à l'époque, parce que, évidemment, Kosi Efui ne s'est pas laissé faire. Hein. Donc, il a répondu notamment à Françoise Grunt. Alors, Françoise Grunt, qui a écrit sur le fait qu'en gros, le théâtre africain ne pouvait pas être littéraire, parce qu'il était d'abord issu de l'oralité, et que donc ça ne pouvait être qu'un théâtre de corporéité qui donc était finalement dans un registre qui ne pouvait absolument pas être dans la littérarité qu'imposait ou que convoquait en fait le théâtre de Kosi Efui. C'est emblématique ce moment parce que en fait la référence au carrefour, le carrefour dit aussi précisément le métissage dont se réclamait Kosi Efui, dont se réclame toujours Kosi Efui sur le plan de la culture, de la créativité, de la dramaturgie. Et c'est lui qui va exprimer cette idée que le théâtre des Africains, donc de ces années 90, alors qu'on va désigner comme les enfants terribles, puisque ce seront un peu iconoclastes, sont en fait des artistes qui marronnent, parce que c'est inventer un espace de mouchoirs de poche dans un espace où il n'y a pas de place pour eux. Essayer d'inventer, de pousser, alors de créer finalement une boutonnière et d'écarter au maximum les choses pour que quelque chose existe, même si ce n'est pas ce que l'on a prévu pour eux. Autrement dit, tant pis, essayez de rencontrer le regard de l'autre, même si ce n'est pas ce qu'il attend, même si ça le met en crise. Et il est vrai que, justement, ces dramaturgies, ce travail scénique, ce rapport à la scène, c'est un rapport qui s'appuie sur la volonté de bousculer le spectateur, de lui faire voir autre chose, de lui faire voir autrement, et qu'il fasse en sorte d'arrêter de voir dans le théâtre, donc ce qui lui définit comme africain, le théâtre de l'autre. Et le théâtre, finalement, qui devient... Alors, Kofi en parlait hier, hein, il parlait de ce théâtre cirque, en quelque sorte, qui fait que
c'est toujours très confortable quand on va au théâtre pour aller voir du théâtre africain, puisqu'on se dit, on va voir du théâtre africain, on sait ce que c'est que l'africain, il y a des plumes partout. D'ailleurs, Kosciuszko disait, à partir de combien de plumes au cul, la chose est-elle crédible, hein? C'est sa formule pour dire, à partir de combien de plumes, vous avez l'impression que c'est du théâtre africain. Parce que finalement, le spectateur, il ne se sent pas concerné, et donc il est dans un espace d'exotisation. Et c'est toute cette démarche-là, qui relève effectivement d'une posture marronne de la part de ces dramaturges qui vont aller chercher un espace qu'ils inventent, qu'ils affirment, pour aussi faire en sorte que le regard de l'autre se déplace et qu'il voit les choses autrement. Et on s'aperçoit en fait que ce que je vous expliquais sur les personnages du théâtre qui se jouaient sur les plantations et qui relevaient effectivement du marronnage, ce type de musique, cette façon de gérer finalement le spectacle va faire naître effectivement le blues, le gospel et ce qui amènera le jazz. C'est-à-dire que la question du jazz est complètement dans cette lignée-là. Et le rapport à l'espace, rien n'était prévu pour les... Vous savez que les danseurs liés à ces musiques jazz ou les musiciens également n'avaient pas d'espace. Au temps de l'esclavage, évidemment, mais après, c'est la ségrégation. Dans l'espace de la ségrégation, rien n'est prévu. Et finalement, il y a beaucoup de signes aujourd'hui. Par exemple, il y a des images, les danseurs de claquettes, Robinson, par exemple, un des premiers grands danseurs de claquettes, mais aussi ceux qui n'ont pas laissé leur nom à la postérité, mais qu'on voit sur des représentations du 19e siècle, ils dansaient sur des petites scènes qu'ils transportaient partout. Robinson dansait sur 3 marches en bois et il y a sur les espaces par exemple de marché où des Noirs dansaient aux États-Unis, on parle beaucoup du marché Sainte-Catherine à New York, ils passaient d'un marché à un autre où ils gagnaient de l'argent en fait en dansant pour les Blancs sur les marchés. Ils avaient une petite tablette de bois sur laquelle, alors pendant longtemps on se demandait pourquoi. D'abord parce que pour danser les claquettes, il fallait bien un espace qui résiste et pas la terre battue, mais aussi c'est une façon de délimiter un espace, de convoquer effectivement un espace à soi, qui est du coup un espace que je définis moi souvent comme dérobé. C'est un espace dérobé parce que dans le geste de l'artiste qui crée dans l'espace dominé de la plantation, il faut voler du temps, il faut voler de l'espace au maître. Le temps, il est au maître. Donc, pour aller danser ou pour aller faire autre chose que ce qui est nécessaire à l'économie de plantation, il faut le voler au maître. Et tout le petit marronnage, c'est ça. C'est empêcher, évidemment, donc parfois renacler, ne pas travailler, faire en sorte que ça ne fonctionne pas, enfin faire du sabotage. Le petit marronnage, c'est le sabotage. C'est le fait de tricher, de jouer la comédie. Enfin, il y a tous ces éléments-là participent du petit marronnage. Et en fait, les gestes artistiques qui vont finalement sortir de l'économie de plantation et qui vont amener à ces musiques, et même que aujourd'hui nous écoutons, évidemment, sont issus de ces postures de marronnage. Or, j'ai parlé dès le départ, en fait, du hip-hop, qui naît en même temps que ce que travaillaient aussi ces dramaturges. Et on s'aperçoit que finalement... Alors évidemment, ça n'est plus dans le contexte de la colonisation, on est dans un autre contexte qui est celui finalement de ceux qu'on appelle les sauvageons. Vous savez bien, donc les jeunes des banlieues, toutes ces générations qui finalement ont été mis aussi de côté. La question de l'enclos, elle se reconstruit. On est tout le temps en train de reconvoquer des espaces où on invente le sauvage de l'autre et où on invente finalement une façon de mettre de côté l'autre, en particulier quand il est, donc bien sûr, issu de l'immigration et qu'on est dans ces dispositifs-là. Or, le hip-hop a été un moyen de résister dans un espace, effectivement, dominé, incompris, de l'ordre social, finalement,
aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un lien très très fort et que finalement le hip-hop est une forme de marronnage, que le marronnage des dramaturges comme Kofi Kwaoulé, Kosi Efoui, Kaya Makele a aussi à voir avec cette même façon de résister et d'inventer des formes qui soient donc finalement différentes et qui en même temps donc font, je dirais, déplacent quelque chose par rapport au public qui a peut-être besoin d'ouvrir les yeux et d'être déplacé. Alors, je vous avais mis cette image parce que c'est en fait une des les premières représentations de ce que l'on va considérer finalement en scène comme la présence de l'Afrique au théâtre, c'est effectivement, et Fredo en a parlé, c'est les mascarades de cour, qu'on appelait aussi les divertissements de cour, dans lesquels on convoque un personnage qui est donc très important dans les divertissements de cour, qu'on appelle en fait l'ambassadeur d'Afrique ou le mort, le fameux mort, donc qu'on retrouvera par exemple dans le Mort de Venise, cette figure du mort qui est en général un roi ou en tout cas une image de pouvoir, mais cette image de pouvoir, alors elle est complètement inventée par rapport au type de costume, donc on est dans une espèce de fantaisie totale, et évidemment ces personnages sont pris en charge par des aristocrates de la cour qui se travestissent, s'habille comme ce qu'on imagine être l'ambassadeur d'Afrique, de manière à pouvoir séduire les dames de la cour. Et il y a donc toute une galanterie autour, toute une rhétorique et une poétique avec donc un masque qui fait partie du spectacle. C'est là que se construit véritablement cette idée d'un spectacle africain, d'un théâtre africain dont on connaît effectivement les signes, le fait qu'il y ait des plumes, qu'il y ait des percussions, toutes sortes d'exotismes. Et finalement, ce principe de l'ambassadeur d'Afrique, on va le retrouver dans le théâtre jusqu'au XVIIIe siècle. Sauf qu'au XVIIIe siècle, eh bien, va se passer quelque chose dont a un petit peu parlé Fredo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parler de l'Afrique, des Antilles, c'est parler de l'esclavage, sauf si on crée une situation galante. Donc, comme la censure est très forte et qu'il ne faut pas du tout penser que l'esclavage, c'était finalement la fleur au fusil et que tout le monde était très très content donc de savoir que, que le royaume de France en particulier existait sur finalement des acquis, des enrichissements qui étaient liés finalement à une situation politique aussi désastreuse, aussi immorale, en fait, aussi impossible à admettre. Bien sûr qu'il va y avoir, donc à un moment donné, enfin, ça va être très difficile de renoncer, mais les rois de France vont toujours essayer de trouver comment faire pour... Ils auraient bien voulu abolir l'esclavage, mais économiquement, ce n'était pas possible. Il y a même eu, Louis XV, par exemple, avait lancé une étude pour voir comment on pouvait faire pour racheter les esclaves à tous les colons. Donc c'est intéressant de voir en fait la mauvaise conscience dans laquelle était la société européenne par rapport à l'esclavage. Donc la meilleure façon de gérer un problème comme celui-là, qui était effectivement le fait qu'on n'était pas très fiers de pratiquer l'esclavage, mais c'était absolument nécessaire. Hein. Vous voyez bien comment, même aujourd'hui, comment on est dans une situation où on n'est pas fier de dépenser énormément de choses au niveau de l'énergie, de bousiller la planète, on n'est pas fier, mais beaucoup ne veulent rien faire. Hein. Donc du côté des États-Unis, on veut surtout rien faire parce que économiquement, c'est pas possible, parce que c'était la même chose du point de vue de l'esclavage. C'est vrai qu'on savait qu'il fallait pas faire ça, mais comment faire pour y renoncer? Et du coup, la meilleure façon, c'est la censure, évidemment. Dans un espace de domination, c'est surtout faire en sorte qu'on n'en parle pas, qu'on ne le sache pas, que ça ne soit pas au devant de la scène, que ça ne soit pas un espace de discussion possible. Donc, on en parle très très peu. Alors, les philosophes du XVIIIe vont quand même essayer d'évoquer la question, mais pas, on a vu que Voltaire, Montesquieu, Diderot, tout à l'heure, ne sont pas du tout des philosophes qui vont en fait tenter vraiment de dénoncer l'esclavage. Ils vont surtout dénoncer les violences. Quand on lit les textes de Voltaire, c'est dénoncer les violences qui sont liées à la condition de l'esclave, dans Candide par exemple. Mais ce n'est pas
je dirais déontologiquement, une condamnation de l'esclavage, en réalité. Mais quand même, au XVIIIe, il y aura aussi des abolitionnistes qui vont commencer à arriver sur le devant de la scène. Et il se trouve effectivement qu'au XVIIIe, même si les pièces de théâtre qui traitent donc de l'esclavage, qui traitent de l'Afrique, sont interdites, donc il faut avoir l'autorisation ça s'appelait le privilège royal, il faut que ça soit tamponné et que ça a été lu donc par des censeurs qui disent bon, oui, ça va, on peut faire jouer cette pièce, elle ne pose pas de problème. Mais par contre, si c'est compliqué, c'est difficile à jouer. Et même la fameuse pièce d'Olympe de Gouges, qu'elle écrit quand même à la fin du XVIIIe, en 1785, elle ne sera jouée qu'après la Révolution. Elle n'a jamais réussi à la faire jouer avant la Révolution française. Et on l'a obligée à finalement camoufler les personnages d'esclaves sous le signe, le costume d'Indien. Il ne fallait pas qu'on parle vraiment d'esclaves, de nègres. Donc on parlait des sauvages et plutôt des Indiens. Pourtant, on savait ce qui se passait. Évidemment, on savait bien ce qui se passait dans les Amériques. Et on savait donc tout particulièrement quand même que l'installation coloniale aux Amériques, elle ne se faisait pas sans violence, que d'un côté, il y avait l'esclavage, bien sûr, et puis qu'il y avait aussi l'extermination des Indiens. Cette réalité-là, elle n'était pas du tout ignorée, puisque ceux qui partaient souvent, donc les colons qui partaient, notamment si on regarde l'exemple français, parce que je voulais nous amener justement sur cette contemporanéité-là, l'exemple français, c'est notamment donc, la Louisiane. En Louisiane, donc c'est au XVIIe que les Français commencent à être présents, et au XVIIIe, donc au début du XVIIIe siècle, ils installent donc des plantations. Il y a toute une économie, notamment liée au peaux, le travail sur les peaux de bêtes, puisque donc il y avait toute une économie également pour récupérer des peaux de bêtes pour faire ensuite toutes sortes de manteaux, de vêtements. Enfin, donc c'était important pour l'Europe. Donc il y avait une économie agricole, enfin toute une économie qui existait, mais qui existait en récupérant les terres de ceux qui habitaient là. Et qui habitaient là, c'était des Indiens. Et donc, du coup, à un moment donné, l'installation des plantations avec des esclaves et de l'autre des Indiens qui étaient expropriés. Ce qui se passe au début du XVIIIe siècle, c'est que les esclaves qui marronnent dans les forêts vont s'allier avec les Indiens. Et donc, peu à peu, il y aura des soulèvements. Et il y a un soulèvement très important qui a lieu autour de 1730, 1736 en fait, 1730, je ne sais plus la date exacte du soulèvement, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, on est autour de 1730. Ce soulèvement amène des violences, donc évidemment, du côté des colons, qui sont il y a plus de 250 colons qui sont tués sur le fort de Rosalie, ça s'appelait comme ça, et les femmes enceintes qui sont éventrées. Donc des choses qui seront racontées évidemment en Europe et qui font très très peur. Et c'est à ce moment-là que se joue la fameuse œuvre de Rameau. Donc vous avez dû peut-être en entendre parler. C'est cette fameuse l'opéra des Indes galantes. Donc les Indes galantes. Ça raconte en fait, c'est une œuvre donc opératique, c'est un opéra-ballet. Rameau donc est un musicien très très en vogue, enfin très reconnu à l'époque, et c'est en fait la Compagnie des Indes qui va financer, commanditer ce spectacle. Ce spectacle qui sera donné donc à l'Académie de musique, et ce spectacle est donc donné en 1735. La première version du spectacle, c'est un spectacle dans lequel il y a donc un moment qui est dévolu donc aux Perses, un autre aux Turcs, et donc plusieurs espaces comme ça exotiques. Et donc les Incas, donc il y a les Turcs, les Incas, les Perses, mais il n'est pas encore question du tout donc des Amériques en dehors des Incas. Et surtout pas, ça ne parle pas évidemment des Français, ça parle des Espagnols, enfin bon. Et à chaque fois, il est question d'histoire d'amour,
de métissage, justement, entre donc d'histoires d'amour en général, donc un chef inca est amoureux d'une jeune femme donc de sa tribu, on va dire, mais le conquistador espagnol veut épouser donc la jeune femme. Même chose du côté des Turcs. À chaque fois, c'est en général la femme exotique, si vous voulez, qui est convoitée par le conquistador. Et finalement, donc, des histoires se passent. On est toujours donc, sur ces histoires de couples de la sorte. Mais a priori, rien sur la première version de 1735. Et puis en 1736, voilà qu'arrive l'ensemble de l'œuvre, Les Indes galantes, avec la dernière entrée dite des Sauvages. Et cette entrée des Sauvages, elle est évidemment particulièrement intéressante parce que Rameau, en 1725, avant que les Indiens, et notamment les Natchez, aient été vraiment très fâchés contre les Français, on va dire. Donc il y avait un conflit et qu'en fait il y a eu une guerre d'extermination, puisqu'après 1736, donc 10 ans après, il n'y a plus de Natchez. Les Natchez, donc les Indiens qui étaient sur le delta du Mississippi, il n'y en aura plus. En fait, étaient venus en France pour faire une démonstration au théâtre des Italiens de donc ce qu'on appelle la danse du calumet de la paix. Et ils dansaient une danse qui avait beaucoup marqué, qui a été racontée. Il y a eu un compte-rendu critique du Mercure de France qui a donc raconté ce moment particulier, la musique, le tempo, enfin des choses donc, qui étaient très exotiques pour l'époque, qui déplaçaient vraiment les gens dans la réception. À tel point que Rameau a composé à la suite un rondeau qui s'appelle le Rondeau des Sauvages, avec la musique des Indiens. En tout cas, cette musique-là l'avait suffisamment inspiré pour qu'il crée ce rondeau. Et c'est seulement, en fait, en 1936, qu'il qu'il rajoute une entrée des Sauvages. On ne parle pas dans l'entrée des Sauvages des Indiens, des Amériques. On ne parle pas non plus des esclaves nègres, marrons, pas. Non. Les termes ne sont pas énoncés. Mais il est question dans cette entrée des Sauvages, évidemment, donc, la musique des Indiens, elle est présente dans le rondeau. Et surtout, la thématique, c'est la forêt paisible. Donc c'est le thème de la forêt paisible. Alors, parce que je me suis dit que, compte tenu du temps, j'avais pensé vous montrer d'autres choses, mais c'est ça que je voudrais bien vous montrer. C'est que, en fait, la forêt paisible, vous allez voir que ça parle peut-être pas autant que cela de ce que l'on pourrait imaginer, parce que très souvent, le discours, c'est qu'on dit « Oh là là, l'entrée des sauvages, ça parle du bon sauvage. Ça parle du bon sauvage qui est très doux. » Bon, l'histoire de l'entrée des sauvages, c'est juste donc la jeune sauvage finalement ne renonce. C'est une histoire d'amour aussi. Et donc le conquistador, lui, donc il y a un Français, un Espagnol. Ils sont tous amoureux de la belle sauvage, mais la belle sauvage, elle veut rester avec son Indien. Et il y a cette chanson-là. Or, vous savez, enfin, je pense que vous avez peut-être dû entendre parler de ça, puisque l'Opéra Bastille, donc l'Opéra Bastille, a commandé au metteur en scène Cogitor. Alors, c'est un plasticien, plus exactement, mais l'Opéra Bastille a donc monté au mois de septembre, là, ça a été présenté pendant presque un mois, Les Indes galantes de Rameau, après avoir en fait vu une petite vidéo, c'est-à-dire Cogitor avait eu l'idée de demander à Bintou Dembélé, qui travaille sur le krump, donc, qui est une danse dans la continuité du hip-hop, justement. Elle travaille, donc elle-même, elle a été, dans les années 90, vraiment une des premières femmes à faire du hip-hop, de chorégraphier, en fait, des krumpers sur la musique du rondeau. Évidemment, ça a été quelque chose de très spectaculaire et du coup, le directeur du théâtre de l'Opéra Bastille a demandé à Cogitor de faire tout le spectacle. La réception des Indes galantes n'a pas été extraordinaire parce que la mise en scène a du mal avec le texte qui fait finalement l'apologie de la colonisation, d'une certaine manière, l'apologie de la conquête. Bon, sauf
effectivement le rondeau des sauvages, qui, donc, tout d'un coup, rencontre le crump. Et donc, je voudrais vous le montrer. Après, on en parlera. Voilà. Donc, on va voir. Alors, je vais fermer ça et comme ça, je vais vous montrer et on va parler de cela, en quoi, justement, on est complètement dans le marronnage. Alors, voilà. Donc, il faut que je fasse activer le mode plein écran. C'est bon. Et on y va. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu de l'événement, de ce que ça a représenté. En fait, on a beaucoup replié l'événement sur le fait que tout d'un coup, il y avait donc du crump, Ah oui, pardon. Je suis partie. Qu'il y avait donc du hip-hop sur la scène de l'opéra de Paris, l'Opéra Bastille. Et finalement, on n'a pas véritablement... Enfin, voilà, on a juste considéré que l'événement était lié à la présence du crump. Mais je trouve que donc, l'événement va bien plus loin que cela. C'est-à-dire que le geste artistique de travailler, non pas sur la chorégraphie, justement, des danseurs de crump, mais travailler, comme dit Bintou, sur les flux, essayer de canaliser les flux et l'énergie à avoir avec, effectivement, ce geste de marronnage et la résonance, du coup, aussi des paroles de la chanson renvoie précisément à quelque chose qui a peut-être échappé, d'ailleurs, je ne sais pas si Rameau avait conscience complètement de faire finalement exister à nouveau la présence des Indiens disparus en 1736, puisqu'il n'en restait quasiment plus,
à travers leur musique, puisque leur musique était là, même si il n'était pas possible pour la censure donc de traiter de la question véritablement. Il n'y avait pas d'œuvre, et surtout pas d'œuvre théâtrale où il y a une assemblée, qui traitait de la disparition des Natchez et de l'extermination, des violences qui étaient pratiquées par les Français, entre autres, et d'autres conquistadors, hein, bien sûr, sur ces terres des Américains. Or, ce qu'amène en fait le crump, alors il faut voir aussi l'origine du crump, hein, de manière plus précise, ce que c'est comme danse et le type de geste qui est au cœur de ce type de danse, c'est que bon, ça naît en fait dans les années 90, donc en 92 à Los Angeles, à la suite donc des violences et des soulèvements hein, qui marquent les quartiers pauvres et le ghetto de Los Angeles, et notamment en fait, ce sont donc des Noirs des quartiers qui, à un moment donné, essayent de trouver un autre moyen de se sortir de cette violence et de travailler en fait sur une forme. Alors, c'est une forme de simulacre de guerre et de combat. C'est-à-dire que comment essayer d'extérioriser la violence qui est en soi, la violence qui relève finalement d'un monstre en quelque sorte qu'on continue de porter en soi, dans la colère. Le crump donc, a été ensuite découvert en France en 2005 seulement. Et il y a une dimension mystique, métaphysique en fait dans le crump. C'est une sorte de gospel dansé. D'ailleurs, le mot crump hein, signifie cela, c'est l'éloge du puissant royaume. Ça a à voir avec... donc c'est des initiales hein, qui expriment l'idée donc de l'éloge du puissant royaume par la danse, par le corps. Au lieu de que ça soit chanté, c'est exprimé par le corps. Les battles, en fait, donc il y avait des battles également qui sont justement une façon d'extérioriser, d'exorciser, de travailler sur la transe pour sortir le monstre qui est en soi. Et c'est justement trouver un espace de survie dans un espace dominé, entre autres par les gangs et la violence, une époque donc, qui était les années 90 aux États-Unis. Ça arrive en 2005 en France, et en France, ça arrive précisément au moment des soulèvements donc de 2005. Et ça va travailler effectivement sur le même mode. Or, dans le travail que va faire Bintou avec donc, les crumpers, eh bien, on a cette même dimension. Sauf que le grand danger, évidemment, du spectacle, c'était peut-être dans un premier temps aussi de se dire, bon, tiens, on va amener les sauvageons, entre guillemets, qui dansent une danse qui fait finalement un peu peur. Hein. Bon, vous avez vu, ça travaille beaucoup sur la grimace, donc sur une extériorisation effectivement donc, du monstre. Du coup, on va montrer au public bourgeois et donc bien rangé, propre sur lui, de l'opéra, des danses qui viennent de ces forêts lointaines que représente finalement la zone, donc on va dire la zone. Enfin, vous avez Schaerbeek, c'est ça, ici, en Belgique. Schaerbeek, voilà. Schaerbeek, qui est un peu l'équivalent de notre... Non, c'est pas l'équivalent de nos 9-3, pas tout à fait. Bon. Non. D'accord. Mais bon, en tout cas, c'est le rapport à... Ces espaces qui sont censés être les espaces donc, des sauvageons, entre guillemets, en tout cas, qui représentent une altérité. Bon, alors, en tout cas, les spectateurs, bon, c'est assez impressionnant hein, quand on voyait le spectacle à la Bastille, le type de spectateurs qui voyaient donc ce moment. Or, ça n'a pas du tout été travaillé. Enfin, en tout cas, c'est vrai que Bintou a beaucoup travaillé avec le metteur en scène pour que, justement, jamais il y ait ce moment-là. Et de manière... Bon, ce qui a été très, très fort, en tout cas, c'est que les spectateurs qui ne connaissaient rien au crump, qui donc ne comprenaient pas d'ailleurs la mise en scène, eh bien, ont été emportés par cette espèce de souffle qui, tout d'un coup, fait surgir une altérité, fait surgir aussi dans les esthétiques justement de marronnage, il y a une façon d'entrer en contact avec la mort, avec ceux qui ont disparu. Il y a aussi toute une dimension de cet ordre-là, bien sûr. Le fait de faire renaître donc, ceux qui n'ont pas eu de sépulture.
Il y a une image qui hante énormément la création afro-contemporaine, c'est l'image de la Vénus autantote. Donc j'avais aussi pensé vous parler de la Vénus, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas tout faire et que vu qu'il y avait donc, mais la Vénus autantote, hein, c'est l'image même donc de l'exhibition qui fait qu'on enferme justement l'Africain, l'autre, dans son corps. Et le fait de travailler aussi sur l'assemblée, sur le groupe, sur ce fameux monstre dont je parle, mais ça a à voir aussi avec finalement une transe, comme si on faisait advenir ceux qui n'ont pas eu la parole et qui tout d'un coup peuvent arriver à s'exprimer à travers les vivants, les présents, et qui expriment aussi cette violence-là. Donc il y a aussi toute cette thématique, vous savez bien, dans ces espaces où la colonisation a sévi, enfin, il y a aussi l'image du cimetière sur lequel s'est construit finalement que ce soit le cimetière sur lequel s'est construit New York ou d'autres territoires de cet ordre, c'est emblématique, c'est symbolique. Mais il y avait cette dimension-là dans le spectacle donc, des Indes galantes par Cogitor et Bintou. Et du coup, ce qui était assez fort, c'est que ce marronnage-là a emporté les spectateurs. Qui dit, moi, je sais que je l'ai vu plusieurs fois, et autour de moi, les gens disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils entendaient tout d'un coup, et c'était le cœur qui les portait, et qu'on était véritablement dans la transe. Hier, on a beaucoup parlé de ça, hein, la façon dont il s'agit d'un théâtre, ce théâtre donc afro-contemporain, travaille sur la transe et pas sur la catharsis. Il ne s'agit pas de se purger de ses passions, mais de partager, de se laisser traverser par quelque chose qui va peut-être nous changer, nous réinitialiser, comme disait Kofi hier. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'avais apporté d'autres images, et on pourra d'ailleurs peut-être le revoir, parce que bon, moi, c'est un moment que j'aime beaucoup, mais je pense aussi qu'il faut des petites questions. Donc on a dit qu'on pouvait aller, on peut dépasser, hein, il est 19h10, on peut encore dépasser, oui. Voilà, peut-être que vous avez des questions que je peux aussi... et puis on se le reverra si vous voulez bien. Moi, j'avais apporté des images aussi du travail de Bintou sur ZH, mais... Enfin, voilà. Oui, un petit... je suis très intéressée, évidemment, par tout ce que tu dis sur les Indes galantes, que j'ai eu la chance de voir. Mais rappelez qu'en fait, Bintou est quand même assez connue ici. Elle est venue en 2018 au Festival Afropolitane, où on avait projeté justement le film de Clément Cogitor. Et elle avait fait une performance après. Et elle revient en février... Voilà, au festival, et là pour parler en fait de toute son expérience autour des Indes galantes. On voulait accueillir, parce qu'en fait, après cette incroyable effectivement expérience autour de la création du spectacle, elle a envie que ça continue à vivre, et donc là elle travaille sur une forme avec 12 danseurs, mais qui n'est pas encore prête. Donc là pour 2020, elle viendra juste avec un des danseurs, mais voilà, il va y avoir vraiment un temps d'échange. Cal Hunt. Ah d'accord. Cal Hunt, ouais, qui est new-yorkais. Et voilà. Et donc, il va y avoir tout un temps d'échange. Mais c'est complètement passionnant, en fait, de l'entendre vraiment parler, raconter. Parce qu'en fait, autour aussi de cette expérience, elle a mis en place tout un cycle, tu sais, de réflexion et de formation avec ses danseurs pour, en fait, vraiment partager aussi avec eux tous les enjeux qu'il y a à la fois esthétiques, artistiques, médiatiques. Et voilà. Et donc voilà, juste vous dire que elle sera là dans le cadre du festival donc Afropolitane, qui sera fin février 2020 à Beaux-Arts. Ouais, c'est formidable, ça, c'est très très bien. Oui, non, c'est vraiment une artiste qui vient, et puis qui circule pas mal entre la France, la Belgique, le Mali. Mais c'est vrai que depuis sa venue en 2018, on est resté en contact. Elle a beaucoup aimé le festival, et c'est passionnant là ce que tu dis sur c'est ouais. Bintou qui est en fait sur la couverture du livre. Hein. D'accord. C'est Bintou avec laquelle je travaille en fait depuis des années sur la question du marronnage dans la danse hip-hop justement. Et comment ce sont des arts marrons et que ça rencontre complètement le théâtre. Et c'est fou que ce soit au même moment. Enfin, c'est même une chose. J'avais pas du tout. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 90 sur les dramaturges afro-contemporains, j'avais pas du tout conscience que finalement
à des endroits différents, ils parlaient de la même chose. Et ça m'a beaucoup touchée. Enfin, tout à l'heure, quand Fredo disait que lui, finalement, il était vraiment dans cette mouvance-là, se faisant appeler Zoulou. Enfin, tout ça, ça a beaucoup à voir avec finalement une démarche qui est artistique, marronne, et qui rencontre la musique, la danse, le théâtre. Enfin, on est sur des espaces complètement communs. Et ce qui est intéressant et qui explique, parce que quand tu dis que finalement ce rondeau a été vraiment inspiré par la musique même en fait des Natchez, et ça explique, il se passe quelque chose en fait de particulier lors de ce rondeau qu'il n'y a pas en fait dans les autres mouvements. Et ça, effectivement, je ne savais pas. Et puis alors, si vous avez l'occasion, on peut, mais allez voir, par exemple, il y a eu du rap déjà à l'opéra. Il y a du rap à l'opéra, du hip-hop à l'opéra. C'est pas ça l'événement. C'est pas qu'il y ait du hip-hop. Le vrai événement pour moi, c'est que ça fasse vibrer, c'est-à-dire c'est l'entrée en vibration avec la musique des Indiens. Que tout d'un coup, personne n'entendait et que le rap, le crump fait entendre. D'ailleurs, Bintou parle de ça, la façon dont elle a réentendu par le geste. Comment le geste des danseurs a fait entendre la vibration. Parce qu'ils sont dans ce travail de transe, parce que ça joue évidemment aussi sur cette dimension-là. Il y a d'autres exemples. Bon, c'est aujourd'hui un des opéras-ballets les plus montés de Rameau, parce qu'il y a une dimension exotique. Et du coup, allez voir d'autres versions si vous avez l'occasion. Vous verrez que parfois... Alors, on est dans la réappropriation culturelle. Vous avez entendu parler de ça, la aujourd'hui, ça bouge beaucoup du côté des États-Unis. Avec ça, on se crispe dessus. Là, et notamment par rapport aux Indiens. C'est-à-dire que les Indiens ne veulent plus qu'on utilise les éléments finalement de leur civilisation comme du folklore et quelque chose de décoratif, en fait. Or, beaucoup de mises en scène des Indes galantes jouent là-dessus. C'est-à-dire on habille les gens avec des plumes, on les fait taper et on reconstitue, si vous voulez, une espèce d'image de western. Et c'est pas possible. C'est-à-dire ce qui était possible dans les années 50, et même aujourd'hui, ça n'est plus possible pour tout un tas de raisons qu'il faut bien sûr admettre. Or, là, la force évidemment du travail de Bintou avec les Krumpers, c'est qu'on va chercher la vibration indienne et la vibration finalement de ceux qui ont disparu dans cette violence extrême de l'histoire coloniale que nous devons apprendre à connaître ensemble. C'est pas le fait d'être dans donc je sais plus le terme là qu'utilisait Sarkozy, j'ai oublié, mais tant mieux. Voilà, enfin le fait d'être, il s'agit pas d'être dans l'excuse, c'est pas le terme, c'est pas grave. Il s'agit surtout de le vivre ensemble. Et j'ai trouvé que le travail là pour le coup chorégraphique, mais en tout cas vraiment le fait de travailler sur cette vibration fait que moi j'ai vu, je ne sais pas quand tu l'as vu toi, mais j'ai vu le public complètement, qui était un public qui est arrivé en étant en dehors de ça, qui d'ailleurs vient aussi beaucoup pour se montrer. Il y a du public amateur, mais il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils vont faire des rencontres. Enfin, moi, je fréquentais pas l'opéra de la Bastille et je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une dimension absolument extraordinaire de ce type de consommation culturelle. Aujourd'hui, il y a une vraie consommation culturelle dans ces lieux-là et que ces spectateurs ont tout d'un coup vibré avec des jeunes qu'ils auraient rencontrés dans la rue, ils auraient méprisé complètement. Et d'ailleurs, sur l'Internet, ceux qui n'ont pas vu le spectacle, il y a aussi des invectives assez terribles de la part d'universitaires qui feraient bien de... il y a des gens qui disent n'importe quoi aussi sur Internet, mais enfin bon, c'est pas grave. Moi, je sais pas, il y a une question. Allez-y. Oui, moi, je voulais poser la question par rapport aussi à Sony Laboutancy, parce que vous avez... Ah, vous êtes là. Oui, vous avez cité un certain nombre d'écrivains de théâtre, que si Efoui, que ce soit Kaya Makelele, je crois, et deux autres. Mais Sony Laboutancy, qui évolue aussi plus ou moins à cette période-là, comment vous l'inscrivez dans la thématique du marronnage ou pas, je dois dire. Et puis ensuite, autre chose, bon, j'ai vécu, je suis votre contemporaine, j'ai bien vécu ces années 80, où effectivement, il y avait une vogue incroyable de culture africaine, avec corrélativement
enfin, la découverte de Spike Lee, de son cinéma et de ce qui a suivi. Enfin, je veux dire, il y a presque un copier-coller à faire quand on voit la sortie du film Les Misérables aujourd'hui et effectivement toute cette vogue de hip-hop. Moi, personnellement, je suis toujours assez étonnée de m'apercevoir que quand je vois les gens danser, dans les années 80, il n'y a personne qui bougeait cette partie du corps, c'est-à-dire les hanches, les fesses. Et aujourd'hui, tout le monde, parce qu'à un moment donné, je me demandais si c'était pas bloqué du côté des Européens, mais maintenant ça s'est débloqué. Donc c'est assez intéressant, effectivement, ça se contamine plus ou moins, mais est-ce qu'on va pas encore assister à quelque chose qui retombe de nouveau et redécouverte 20 ans après? Enfin, ça commence à bien faire. Oui, merci de me donner l'occasion de parler de Sony Laboutancy, parce que Sony, c'est vraiment une charnière. Bon, il est mort trop tôt, et donc évidemment, on ne sait pas aujourd'hui comment il se serait positionné. En fait, de manière générationnelle, dans l'histoire des dramaturgies afro-contemporaines, il y a les années 80 et puis le basculement de la fin des années 80 dans les années 90, où on a les fameux enfants terribles qui ne suivront pas, donc ce que j'ai expliqué à propos de Kosi et Fouy, qui ne suivront pas les injonctions et les assignations. Il se trouve que Sony Laboutancy est dans la génération qui précède. Il est en fait à un endroit où il va chercher alors ce qu'on va appeler à l'époque une esthétique qui se veut plus africaine. C'est un terme d'ailleurs de Nyangoran Porquet qui dit qu'il faut arrêter d'être dans l'imitation occidentale et aller chercher justement une identité qui nous représente. Et Sony Laboutancy va beaucoup travailler sur ce qu'il appelait les tropicalités. Donc, vous aviez à l'époque, par exemple, Souleymane Koli qui travaillait sur le côté bas, donc un rituel, Zadi Zaourou qui travaillait plutôt sur ce qu'on appelait en fait une forme aussi de rituels des chasseurs. Il y avait également Werebweli King qui allait chercher du côté des Bassa, des rituels Bassa, et donc du Cameroun, et qui travaillait finalement sur tenter d'insuffler une identité plus africaine à une dramaturgie qui restait quand même inspirée sur le plan de la forme du théâtre occidental. Et du coup, l'endroit où va travailler Sony, c'est la langue. Lui, il va vraiment travailler au niveau de la langue, ce qu'il appelait les tropicalités. Il va avoir une inventivité, alors formelle aussi du point de vue de la dramaturgie, de la construction des pièces de théâtre. Et il va rencontrer donc Monique Blin. Enfin, il y a ce moment rencontrer Garand. C'est vraiment un moment où explose finalement le Festival des Francophonies de Limoges, et ça va lui donner une résonance en quelque sorte. Il va être très très présent, mais en même temps, il est très engagé sur les histoires qui marquent le Congo à l'époque. Et il va faire un théâtre qui n'est pas nécessairement dans la volonté d'affirmer, comme le fera Kosi et Fouy, que ces personnages ne sont pas africains. Le théâtre de Sony Laboutancy est un théâtre avec des personnages qui sont issus de l'histoire terrible, entre autres du Congo. Ce qui fait que c'est pourtant Sony qui va quelque part aussi influencer beaucoup les dramaturges donc des années 90. Sauf qu'on ne sait pas de quelle manière. Enfin, voilà, les choses se seraient passées. Il a beaucoup travaillé avec Kaya Makele. Ils ont même écrit ensemble une pièce. Et je ne crois pas qu'il était... il aurait été certainement dans cette logique-là du marronnage. Et d'ailleurs, ses tropicalités, comme il disait lui-même, étaient aussi iconoclastes. Il démontait quelque chose très, très fortement. Enfin, il était lui-même donc quand même très étonnant de déconstruction possible. Et d'ailleurs, je pense que la notion de marronnage pouvait s'appliquer aussi à sa démarche, puisque lui aussi, il s'est positionné pour avoir une place, notamment au Festival de Limoges, pour ensuite pouvoir dire des choses que sa place lui permettait de... C'est mettre un pied dans la porte, quoi. Ça, il l'a vraiment pratiqué, Sony, jusqu'à devenir un homme politique aussi. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé de Sony Laboutancy parce que le propos est... Voilà. Et pour moi, c'est les années 90, en fait, qui me préoccupaient pour démarrer.
Ah oui, alors l'autre question, c'était... Excusez-moi, c'était quoi déjà l'autre question ? Mm-hmm. Et toute une découverte, un intérêt, Ouais. Le fait que même le public bourgeois, bon, comme vous dites, Mm-hmm. s'y retrouvait. Puis on a l'impression que c'est un peu la même chose qui se fait 30 ans après, mais est-ce que ça sera avec finalement le même bilan, c'est-à-dire... Alors, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et en même temps, je pense que les choses se font de manière infinitésimale, homéopathique, mais il y a du changement quand même. Je le vois, enfin, c'est quelque chose, moi, que je perçois à un endroit qui est particulier, qui m'est privilégié, entre guillemets, c'est que je suis enseignante. Donc, je vous ai parlé de l'époque où j'ai lancé la thèse, donc c'était en fait en 85. On est aujourd'hui en 2019. Je vois donc tous les ans, moi, des centaines d'étudiants. Et en fait, les étudiants que je vois aujourd'hui ne sont pas ceux, effectivement, que je voyais dans les années 90. Moi, j'ai commencé, donc j'étais prof de lycée pendant 10 ans, pendant que je faisais la thèse. Et puis après, quand j'ai rejoint l'université, donc dans les années 90, donc j'ai rejoint l'université en 96. Et en fait, depuis donc 96 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu énormément de mutations dans le comportement des étudiants, dans la présence aussi d'afro-descendants dans les classes, à l'université. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que ce qui va faire que les choses changent, c'est que les afro-descendants eux-mêmes, comme l'a fait Fredo tout à l'heure, se saisissent des travaux, de la recherche, de ce qui relève aussi des enjeux historiques. Moi, je dis souvent à mes étudiants que ce que j'ai envie, c'est de leur donner des billes pour qu'ils se défendent, pour qu'ils ne se laissent pas compter. Qu'ils soient blancs ou noirs, c'est pas la question. C'est-à-dire il faut, en tant que blanc et africain, afrodescendant et autres, trouver les moyens justement de démonter, de déjouer, de déconstruire. Et c'est ça qui change aujourd'hui. Je pense que rien que Black Panther, par exemple, le fait qu'à un moment donné, on ait un film comme ça avec des héros et une représentation finalement de l'héroïsme, tout avec de l'humour, mais ces formes-là, ce n'était pas possible dans les années 90. Même si c'est-à-dire que c'était pas du même endroit qu'il y avait une disponibilité à l'altérité et à l'Afrique. On restait dans les années 90, 80-90 et donc cette fin du siècle dernier, encore dans la fascination, l'admiration. D'ailleurs, il y a des signes de ça. Regardez Jean-Paul Goude, par exemple, avec Grace Jones. Bon, il n'a pas pu s'empêcher, même qu'il avait, il n'a pas pu s'empêcher de l'utiliser, de la chosifier malgré tout. Alors, il avait de l'amour pour elle, je suppose, quand même, j'espère bien. Mais il y a eu cette dimension-là. Je pense qu'aujourd'hui, et Grace Jones s'est laissé faire, peut-être. Elle n'a pas pu, peut-être, résister comme il aurait fallu. Je crois qu'aujourd'hui, les afrodescendants sont en position de ne plus se laisser... en fait, de trouver leur place, de l'affirmer. Voilà, je pense que ça... Enfin, moi, je le sens de manière... très, très, très forte. Et d'ailleurs, tous les mouvements, alors les mouvements afroféministes, par exemple, qui sont très engagés, ce sont vraiment des femmes qui sont à ces endroits-là. Par rapport à la question des comédiens, on en a un petit peu parlé, avec des artistes comme Léonora Miano ou comme des groupes comme Décolonisons les arts. Enfin, ce sont des signes de choses qui n'existaient pas avant et qui font que la crise de conscience permet vraiment de bouger. Enfin, moi, je suis optimiste. Je pense que c'est pas un soufflet qui va redescendre. J'espère. Oui, j'ai une question. Quand vous parlez de la histoire violente des plantations, vous aussi dites les mots qui sont très violent dans cette langue. Désolée, je ne suis pas... is it okay if I ask in English? Yeah, thank you.
yeah, I don't know. You say like when you were speaking about plantations and that history of slavery, you also said the N word repeatedly, and I just don't like. Why do you do that when it sounds like a lot of your work is about uncovering that history? I'm sorry, I didn't understand everything, but that like stuck out to me. And I mean, it's this racist language also. I don't understand. Alors, I mean, maybe it's very clear, really. J'ai pas tout compris. Donc, Yayoko, tu peux me traduire un peu? Vas-y. Juste, donc en fait, Madame demande quand tu parlais des plantations, en fait, et de la traite, tu as employé un certain vocabulaire. Tu as employé un certain vocabulaire qui était un vocabulaire violent, en fait, qui était peut-être le vocabulaire qui reprenait des termes propres à ça, hein, c'est ça, hein, à cette période, à la manière dont on disait les nègres et tout ça. Moi, Sûr, oui. et donc, elle voulait savoir pourquoi tu utilisais encore ce vocabulaire, c'est ça? Parce que, vous savez, bon, si on n'utilise pas les termes qui étaient utilisés à l'époque, alors évidemment, comme c'est à l'oral, donc à l'écrit, on met des guillemets, mais si on ne les utilise pas, on se met en situation justement de ne pas se confronter à la violence qui était celle de l'époque. C'est le seul moyen. Pensez que précisément, on parlait des Noirs en disant des têtes de nègres, et que quand on se faisait... On a parlé du blackface aujourd'hui, on ne sait pas comment expliquer ça. Alors on parle du barbouillage, on se barbouillait, bon, les Blancs qui se barbouillaient en français. Mais en français, on disait se faire une tête de nègre. Et le mot nègre, c'est un mot violent, mais c'est un mot qu'il faut bien aujourd'hui encore faire exister par rapport à ce qu'il représentait à l'époque où l'on parle. Ça va? Je ne vais pas trop vite? I think we agree, but yeah, I don't know. Like, yeah, in English, white people don't say those words, and in German also not, because of reproducing the violence. But yeah, I don't know. To say something else. I know French people think different. No, I don't think so. No, maybe yes. You should discuss together afterwards, because I think it's really a matter of she wants to just in using these terms, to just make us realize the violence, of the words of this period. But I mean, she, of course, she has a lot of distance, with all these words and all this. Of course, she doesn't use it as, a kind of a contemporary word, not at all. It's because of this historical context, and just to make us feel, this violence. Maybe it's also important not to forget completely, how violent, the vocabulary was. Juste une petite remarque, peut-être aussi à cause de ça maintenant. Je pense que c'est très intéressant de suivre les autres gens des différents pays qui pensent peut-être différemment et qui ont juste pas l'habitude de l'utilisation de ce mot. Et peut-être juste pour la future, je sais pas, je pense que pour nous, c'était peut-être bizarre, et c'est peut-être bien de juste le mettre vraiment en contexte et de explain avant qu'on utilise cet mot qui est très violent et qui est quand même un mot raciste, qui est un mot violent, mais qu'on se rendre compte que c'est quand même peut-être la reproduction dans ce moment, mais quand même on ne veut pas l'utiliser juste comme un mot qui reproduit, mais que c'est pour ça, que c'est pour pointing out the violence qui était fait pour... Enfin oui, peut-être juste une remarque. Ouais, je sais pas. Mais... Parce que pour nous, c'était juste bizarre et ouais. C'est très intéressant, ça montre qu'effectivement, d'un pays à un autre, il y a un usage de l'Angleterre et des autres pays.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Oui, moi je suis. Je voulais savoir aussi, à cause de l'introduction qu'on a fait Fredo tout à l'heure, si votre ancien livre est disponible. Parce que j'ai essayé de voir s'il était là, il n'était pas en vente. Est-ce que vous l'avez? Je sais pas pourquoi, mais non. Il est réédité, il est disponible, Oui, il n'y a pas de souci. il a été réédité plusieurs fois par l'Harmattan, qu'il a réimprimé dans des conditions qui sont... Il y a beaucoup d'images dedans, beaucoup d'illustrations, et les images ne sont pas très belles dans la nouvelle version. Mais en tout cas, il existe, bien sûr. Hein, c'est l'Harmattan, on peut l'acheter sur Internet. Et est-ce que votre nouveau livre, apparemment la suite de celui-là, ce sera aussi à l'Harmattan Oui, donc Fredo est là, donc je vais le redire. Parce qu'il l'a pas... Je disais tout à l'heure, Fredo, que je t'ai écrit un livre, voilà. Puisque on en avait parlé, tu m'as poussé, et je te l'ai fait. Donc il va sortir au mois de janvier chez Actes Sud. Ça s'appelle Race et théâtre. Et justement, enfin, il s'agit de la suite, ouais, de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça c'est. Donc, et ça sera Actes Sud, c'est en janvier. Ça paraît en janvier. Donc, c'est les impensés, c'est la question des impensés politiques, justement, de la scène aujourd'hui par rapport à cette question de race, avec un mot, là aussi, vous savez qu'en France, on a évacué le mot race, il ne faut plus dire le mot race. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas le mot race que... le fait de ne pas dire le mot race ne disculpe pas de racisme. C'est pas ça, le problème, il n'est pas à cet endroit-là. Donc je pense que, justement, il faut absolument qu'on se confronte à ces problèmes-là. Si on ne s'y confronte pas, d'où vient la fabrication du nègre? Le nègre, c'est une fabrication. Le racisme, c'est une fabrication. La race, c'est une fabrication. Et il faut démonter ça, le montrer, expliquer, disséquer, découper tout ça pour voir d'où ça vient, pour ne pas recommencer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.